Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président Macky Sall brise le silence au Sénégal. Le chef de l'État a annoncé qu'il ne présentera pas sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Jusqu'ici, le dirigeant entretenait le doute sur ses intentions de briguer un troisième mandat. La Guinée progresse dans le classement annuel de la Banque mondiale sur le revenu national brut par habitant. Le pays a changé de statut, passant de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Et puis il a été le conseiller de l'ancien président gabonais Omar Bongo. Mike Joktan est candidat à l'élection présidentielle prévue le 26 août prochain. Et il est avec nous pour évoquer son programme. Mais tout d'abord, il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité. L'ancien gendarme rwandais Philippe Magnier va faire appel de cette décision de justice. L'information a été donnée par ses avocats ce mardi 4 juillet. Surnommé Biguma, l'ancien adjudant-chef avait été condamné pour des crimes commis au Rwanda lors du génocide des Tutsis en 1994. Une condamnation prononcée par la Cour d'assises de Paris le 28 juin dernier. La juridiction l'avait reconnu coupable d'avoir été, je cite, un agent zélé dans le plan d'extermination des Tutsis. Il ne briguera finalement pas de troisième mandat. Dans un discours à la nation donné ce 3 juillet, le président sénégalais Macky Sall a déclaré qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Les spéculations autour de son hypothétique candidature avaient alimenté les tensions dans le pays. L'annonce a été suivie de près par les Sénégalais. Notre correspondant cher Omar Kamara est allé recueillir leurs réactions. Sa candidature était redoutée par une partie de l'opinion nationale, notamment les partis d'opposition qui l'a jugée inconstitutionnelle. Ce lundi 3 juillet, le président sénégalais a mis fin à un long suspense qui devrait décrisper le climat politique dans le pays. Lors d'une adresse à la nation, Macky Sall a déclaré qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle de février 2024. Dans les rues apaisées de Dakar, les populations sont unanimes sur la portée symbolique de ce renoncement. Donc, comme il a eu la sagesse vraiment de renoncer, je suis très heureux et je le félicite parce que ça ne fait que le grandir, vraiment. Donc, les troisième mandats ont créé beaucoup de problèmes en Afrique, notamment aux pays qui nous entourent. On a vu comment ça se passe. Personne ne s'attendait à cette décision, moi personnellement. Que Dieu le protège, parce que cela a permis d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Il a fait ses preuves et nous lui souhaitons une meilleure carrière pour la suite. Arrivé au pouvoir en 2012 pour un mandat de 7 ans, le président Macky Sall a mis en place un vaste programme d'infrastructures détaillé dans le plan Sénégal émergent, véritable boussole de l'action publique. Sa réélection en 2019 lui octroie un nouveau mandat de 5 ans, nouvelle durée validée dans le cadre d'une révision constitutionnelle en 2016. Vraiment, son Excellence, M. Macky Sall, sa déclaration d'hier, c'était vraiment une excellente déclaration et il a posé un acte de bravoure, un acte symbolique et historique qu'il faut saluer. Parce que vraiment, on a besoin de ces actes. Et il a respecté l'esprit de la Constitution. Et la Constitution nous dit que nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. Et nous sommes dans une ère où on a vraiment besoin de la paix, de la stabilité. La déclaration de Macky Sall met ainsi fin à des mois, voire plusieurs années de suspense et déjoue tous les pronostics qui le voyaient concourir une troisième fois, mais pour un second quinquennat. Son renoncement et la situation judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko, qui pourrait disqualifier ce dernier à la présidentielle, relance les débats sur les profils des candidatures à la présidentielle 2024. Bancable, évolutif, reproductif, tel était le thème de la première édition du Forum Infra pour l'Afrique qui s'est tenu au Togo du 3 au 4 juillet. Un événement qui coïncidait avec l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Réunis à Lomé, les participants ont échangé sur plusieurs thématiques. Parmi elles, les opportunités en termes d'infrastructures, le défi technologique en Afrique ou encore les investissements relatifs au réseau électrique. Reportage de notre correspondant Leftionou.
engagée pour développer les projets bancables, financer les infrastructures et mobiliser les capitaux en Afrique, la plateforme panafricaine d'investissement Africa 50 a tenu le premier forum infra pour l'Afrique à Lomé au Togo le 3 juillet 2023. Cet événement qui s'est déroulé en présence du président de la République Faure Essozinina Yasingbe a été marqué par la signature de plusieurs protocoles d'accord, notamment ceux du projet Lomé-Palimé et du Fonds d'accélération pour les infrastructures d'Africa 50. En Afrique plus qu'ailleurs, les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. En vue de la première clôture du Fonds d'accélération pour les infrastructures d'Africa 50, des investisseurs africains et internationaux ont signé des accords de souscription d'actions et des lettres d'intention pour engager des capitaux dans le fonds. Créé pour capitaliser de nouveaux flux d'investissement dans le développement d'infrastructures, 17 investisseurs institutionnels africains ont approuvé le fonds. La Banque africaine de développement a investi 20 millions de dollars dans le fonds. Le travail stratégique en cours est facilité par le déploiement des fonds d'accélération des infrastructures en Afrique d'une valeur de 500 millions de dollars, première plateforme d'infrastructure à véhicule d'investissement privé lancée par Africa 50. L'équipe complète de fonds est en place et elle est déjà en train d'assurer le financement de ces investissements. À noter que le Fonds d'accélération pour les infrastructures Africa 50 constitue un fonds de capital investissement pour les infrastructures d'une durée de 12 ans qui mobilise des capitaux institutionnels à grande échelle et à long terme auprès d'institutions africaines et internationales. Pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique, l'institution Africa 50 entend investir dans la construction d'infrastructures vertes et verdir celles existantes. La Guinée s'est engagée dans une série de réformes depuis plusieurs années, une initiative qui porte ses fruits puisque le pays vient de faire un bond dans le classement annuel de la Banque mondiale sur le revenu national brut par habitant. L'État guinéen figure désormais dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, bien qu'en pleine transition politique, la Guinée ne perd pas de vue son objectif d'intégrer d'ici 2040 la liste des pays émergents. Gladys Mamba. La Guinée change de statut. Le premier producteur africain de bauxite fait un bond dans le traditionnel classement annuel de la Banque mondiale établi selon le revenu national brut, RNB, par habitant, en passant de la catégorie de pays à faible revenu à pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. La Guinée et la Zambie sont les deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement publié le 1er juillet 2023. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ce classement fait passer la Guinée de pays à faible revenu à pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Le revenu par tête d'habitant de la Guinée étant passé de 1010 $ dans le classement 2021 à 1180 $ dans le nouveau classement 2022. La Guinée fait partie des deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement. L'économie guinéenne s'est révélée résiliente malgré la situation économique mondiale marquée notamment par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et par la guerre en Europe de l'Est. La croissance économique guinéenne s'est établie à 5,5% en 2022 alors que la prévision était de 5,1%. L'entrée de la Guinée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires s'illustre comme une forme de reconnaissance des réformes engagées et de la bonne gouvernance menée par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, arrivé aux affaires suite au coup d'État militaire de septembre 2021. Si nous voulons continuer cela, il faut que le gouvernement continue les réformes. Les réformes pour d'abord, améliorer les recettes internes, améliorer la redistribution du revenu. Parce que c'est le score là montre qu'il y a un revenu. Et il faut désenclaver les zones de production agricole pour toucher le maximum de Guinéens qui sont dans les hameaux, dans les villages. Toutefois, le retour rapide à l'ordre constitutionnel est espéré par de nombreux investisseurs pour garantir la stabilité de leurs activités dans le pays. Les autorités guinéennes en place se sont engagées à achever la transition politique le 1er janvier 2025.
Le 26 août prochain, les Gabonais seront appelés aux urnes pour un triple scrutin. Le pays organise ses élections présidentielles, législatives et locales. Un scrutin pour lequel le président gabonais Ali Bongo Ondimba est pressenti comme favori. Le chef de l'État, qui n'a pour l'heure pas annoncé sa candidature, a été désigné candidat naturel par sa formation politique, le Parti démocratique gabonais. Face à lui, plusieurs personnalités convoitent le fauteuil présidentiel. Parmi eux, Mike Joktan, qui a officialisé sa candidature, et il est avec nous pour en parler. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous étiez le conseiller de l'ancien président Omar Bongo, vous avez également été son directeur de cabinet adjoint. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du parti Gabon Nouveau. Pourquoi est-ce que vous vous êtes détaché du parti présidentiel ? En fait, je n'ai jamais été membre du PDG. J'ai occupé des fonctions hautes. J'ai été aperçu et recruté à l'époque directement par le président Omar Bongo. Maintenant, oui, j'ai été vice-président de l'Union nationale, qui était à l'époque le principal parti de l'opposition. J'ai démissionné il y a quelques années parce que j'avais des divergences sur, non pas sur les objectifs, mais sur les moyens d'atteindre nos objectifs, qui sont l'alternance au pouvoir. Et donc, je suis président du Gabon Nouveau. Mais je voudrais faire une remarque par rapport à l'introduction. Vous avez dit Ali Bongo favori. Vous vous appuyez sur des sondages, vous vous appuyez sur les médias, sur ce que dit la presse. Sur ce que dit la presse. Bon, mais il faudrait peut-être que la presse fasse une étude un peu plus approfondie. Vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation ? Fasse une étude un peu plus approfondie des réalités du Gabon. Moi, j'ai fait le tour du Gabon, province par province, ville par ville, village par village. Je n'ai pas rencontré une population qui soit satisfaite du bilan d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais depuis 14 ans. Justement, il y a un rapport qui est sorti, qui a été établi par des économistes et des chercheurs, qui dit qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été respectées. Quels ont été les points d'obstacle ? Sur 105 promesses, 13 réalisées. Quels ont été les points d'obstacle, justement ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Bon, déjà, sur les 7 dernières années, vous savez que le président Ali Bongo a été victime d'un AVC. Une double rupture d'anévrisme, et récemment, il a indiqué que pendant 5 ans, il n'était pas aux commandes et à la gestion du pays. Ceci peut expliquer cela. Bon, mais maintenant, le premier mandat non plus n'avait pas été très positif, et lorsqu'il se présentait donc pour une deuxième fois, il avait indiqué effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'exécution de son projet, le PSGE, et qu'il comptait faire mieux la seconde fois. Bon, la seconde fois est pire que la première. On va revenir sur votre programme qui est fondé sur plusieurs piliers, parmi eux la transformation de l'économie. Vous entendez la diversifier pour réduire sa dépendance au pétrole. C'est une stratégie qui a déjà été adoptée par les autorités au cours de ces dernières années. Qu'est-ce qui différencie votre approche de celle menée par les autorités ? Déjà, quand je parle de transformation de l'économie, effectivement, j'inclus le fait de la diversifier. Je pense que le Gabon doit résolument s'engager dans l'agriculture pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et je pense que c'est possible. Donc investir dans les infrastructures, par exemple ? Mais quand je parle de transformation de l'économie, je parle en réalité d'un changement de modèle. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie de cueillette. On extrait le pétrole, on vend le pétrole brut. On recherche le manganèse, on vend le manganèse brut. On coupe les arbres, on vend les bois sans les transformer. Moi, je voudrais que les richesses gabonaises soient transformées au Gabon pour permettre que les Gabonais aient du travail et que la valeur ajoutée reste au Gabon. Naturellement, ça n'exclut pas le partenariat avec les pays occidentaux. Institutions internationales. Ça n'exclut pas le partenariat avec les pays occidentaux qui pourront nous accompagner, notamment pour le transfert de technologies. Parce que si on doit transformer les richesses qui sont les nôtres au Gabon, on aura besoin de l'assistance des sachants. Chaque année, le Gabon perdrait entre 400 et 500 milliards de francs CFA à cause de la corruption. Pour lutter contre ce fléau, il faut, selon vous, engager des réformes institutionnelles. De quelles réformes parlez-vous exactement ? Mais déjà, c'est important que la structure qui a été mise en place, qui est la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, il faut
qu'elles reçoivent injonction d'ester en justice de façon automatique dès que des anomalies sont constatées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le fait de poursuivre les délinquants économiques est du ressort du procureur de la République. Il faudrait que la Cour des comptes soit, lorsqu'elle a examiné les comptes des institutions et qu'elle constate des anomalies, il faut qu'elle soit contrainte légalement d'ester en justice pour que ça ne soit plus un choix de copinage, mais un choix défini clairement par la loi. L'analyste économique... Par exemple. Maïs Mouissi a signalé un manque de redistribution des richesses au Gabon, un phénomène que vous déplorez aussi dans votre programme. Quelles sont vos pistes pour inverser la tendance ? Mais déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut restaurer la confiance entre les Gabonais et les autorités et tous les appareils d'État. Il faut une justice qui soit véritablement indépendante. Il faut restaurer dans notre pays, le Gabon, la méritocratie, que les gens soient promus non pas sur la base ethnique ou sur la base du copinage, mais sur la base des compétences. Comment est-ce qu'on réinstaure cette confiance, justement? Quelles sont vos pistes? Mais déjà, j'ai indiqué que nous devons briser absolument la chaîne de corruption dans notre pays. Il faut que les institutions que l'on met en place, qui sont des vitrines de l'anticorruption, que ces institutions fonctionnent véritablement et qu'elles portent plainte. La commission de lutte contre l'enrichissement illicite dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, n'a porté plainte à personne. Et pourtant, il y a des problèmes majeurs qui sont constatés. Il y a eu un audit, par exemple, qui a été fait il y a quelques temps, commandité par le président de la République, Ali Bongo, sur la dette intérieure. 370 milliards de francs CFA de dette intérieure. 241 millions de dettes indues faites de fausses factures et de surfacturation, donc 70%. À la suite de cet audit, personne n'a été interpellé, personne n'a eu besoin de rendre des comptes. Pour restaurer la confiance, il faut que l'on donne à chaque Gabonais ce qu'il mérite, en bien ou en mal. Des sanctions qui doivent être imposées. Absolument. Autre problématique importante au Gabon, c'est le chômage des jeunes. En 2021, il était estimé à 38,4% chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Comment est-ce que vous comptez faire pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes? Déjà, 22% du chômage au Gabon. On est à la 9e position du pays où le taux de chômage est le plus élevé dans le monde. Et c'est clair que 38%, ce sont les jeunes. Alors, il y a un problème structurel. Il y a une grosse réforme qui doit être faite au niveau du système éducatif pour permettre que toutes les personnes qui se perdent dans le cursus scolaire, qu'ils aient des branches sur lesquelles elles puissent se rattraper. Donc ça passe par un système de formation professionnelle qui permet aux jeunes Gabonais d'apprendre un métier et de l'apprendre à court, moyen ou à long terme. Ensuite, effectivement, dans mon projet, j'envisage lancer une politique de grands travaux, d'infrastructures. Vous savez que le Gabon est sous-développé parce qu'il nous manque les infrastructures. Il nous manque par exemple 8000 km linéaires de routes. Donc nous pouvons engager le pays dans une politique de grands travaux qui permettra effectivement, après avoir réformé le système éducatif, comme je dis, de permettre aux jeunes de... Pourtant, il y a eu des initiatives qui ont été mises en place par le gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, moi, vous me demandez de répondre sur un bilan qui n'est pas le mien. Je suis comme tous les Gabonais, je fais le constat de l'échec de leur politique qui n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, comme on dit, le chômage au Gabon est extrêmement élevé, 38,4%. C'est le chiffre que vous avez donné pour un pays qui a une population de moins de 2 300 000 habitants. Ça ne se justifie pas. Il y a effectivement un fort décalage entre le potentiel de notre pays et les résultats que nous obtenons. Et moi, je pense que le problème, c'est le leadership. Ceux qui dirigent le Gabon aujourd'hui n'ont pas la capacité de faire émerger ce pays. Merci beaucoup, Maï Joktan, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle du Gabon qui devrait se tenir le 26 août prochain. Merci.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.